Nous en sommes maintenant à la période de questions-réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Hier, ni le Premier ministre ni le leader n'ont été capables de regarder dans les yeux les victimes de leurs décisions. Ce matin, devant une crise médiatique d'ampleur, le gouvernement a été forcé de reculer partiellement sur cette honteuse réforme de l'immigration. C'est malheureusement une opération politique pour sauver la face. Ainsi, certaines des personnes qualifiées qui vont à l'école en français, qui travaillent déjà ici depuis plusieurs années et qui ont choisi le Québec pourront rester au Québec. Le rôle du premier ministre, c'est de tenir la parole du Québec, pas d'entacher sa réputation. Monsieur le Président, dans la confusion totale, on essaie ce matin de remettre la pâte à dents dans le tube. Comment ça se fait que le premier ministre n'a pas réalisé avant ce matin l'impact dévastateur de cette réforme brouillonne? Selon Paul Journet ce matin dans la presse, c'était un manque d'humanité et un dangereux précédent. Et aussi une démonstration qu'avec la CAQ, le Québec peut modifier des contrats brutalement et sans préavis. Le gouvernement a commencé à reculer. Est-ce que le premier ministre peut finalement avouer que c'est de l'improvisation et que c'est l'ensemble de sa réforme qu'il doit reviser? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, lorsque je rencontre des chefs de grandes entreprises internationales, ils me disent qu'ils sont prêts à réaliser des projets au Québec, mais en autant qu'on soit capable de leur fournir la main-d'œuvre qualifiée. Actuellement, au Québec, comme dans beaucoup d'endroits au monde, il nous manque de main-d'œuvre, entre autres en informatique, en technologie de l'information, en intelligence artificielle, en génie, en sciences de la vie. On a 80 de l'innovation qui sont dans ces secteurs-là. Et, Monsieur le Président, je pense que c'est normal qu'on essaie, de convaincre plus de jeunes de choisir ces secteurs et que, deux, on choisisse plus de nouveaux arrivants en fonction de ces besoins qui sont en train de changer dans notre société. Par contre, Monsieur le Président, je l'avoue, on a été touchés par les témoignages de certaines personnes qui nous ont dit « J'ai fait le choix de venir au Québec en vertu de l'ancien programme qui était mal adapté, mais qui était quand même le programme en vigueur avec le gouvernement libéral. » Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de donner une clause de droit acquis, donc une clause grand-père à ces personnes, mais à l'avenir, les nouveaux étudiants qui viendront au Québec devront répondre aux besoins de la société québécoise. Je pense que c'est ça qu'on s'attend d'un gouvernement responsable. C'est ce que les Québécois souhaitent voir d'un gouvernement qui veut créer de la richesse, qui veut qu'on soit aussi riche que nos voisins. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce matin, tout le monde des affaires est sorti pour dire que, justement, la proposition du gouvernement, ce n'est pas bon. Ils disent que la réforme, c'est une mauvaise solution, c'est imprécis, c'est restrictif, c'est surtout un manque de vision pour l'avenir et c'est anti-économique. Le Québec, Monsieur le Président, ce n'est pas un laboratoire. C'est pas vrai que le premier ministre a tout le temps raison et que le reste du Québec a tort. Vous nuisez à la compétitivité de nos entreprises. Allez-vous... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'étais hier midi à la demande de Monique Jérôme-Forget avec une quarantaine de présidents-présidentes de grandes entreprises à Montréal. Et il y a eu une longue période de questions. Et effectivement, des présidents-présidentes de compagnies se sont informés sur nos intentions en immigration. Et lorsque leur ai expliqué que notre intention, c'était de mieux choisir les étudiants, mieux choisir les travailleurs en fonction des besoins de ces entreprises-là, je peux vous dire qu'elles étaient d'accord avec notre approche. Donc, si l'inquiétude du chef de l'opposition, c'est le monde des affaires, il se rassure. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Hier, le premier ministre et son ministre de l'Immigration ont refusé à 8 reprises de rencontrer des gens qui étaient touchés par leurs décisions. Pourtant, en 2015, le ministre de l'Immigration avait dit, à l'époque, quand il était dans l'opposition, que c'était injuste et irrespectueux de changer les règles en plein milieu de la partie.
Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous allons voter sur une motion à ce sujet. Est-ce que la Coalition Avenir Québec va tourner encore le dos à des milliers de personnes qui souhaitent développer le Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on revient un peu dans la question qui a été débattue déjà ici à propos, entre autres, des dossiers qui ont été rachetés. Ça avait été fait auparavant par le gouvernement fédéral. Malheureusement, actuellement, il y a 40 000 dossiers qui sont en attente à Ottawa, des dossiers sur lesquels l'ancien gouvernement libéral a donné un CSQ. Ça veut dire que pour choisir des immigrants qui répondent aux besoins du marché du travail, déjà, il faudra attendre 1 an. Est-ce que le gouvernement libéral voudrait qu'on attende 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de répondre aux besoins du marché du travail? Pour la CAQ, l'économie du Québec, c'est important. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Écoutez, encore une fois, hier, Brigitte Breton disait « Avec le temps, l'esprit d'ouverture, d'humilité et de proximité prôné par le chef de la CAQ s'est malheureusement étiolé. » On en a eu hier une belle démonstration. Comme l'a dit Alec Castonguay, la première fois, ça peut être une erreur de mettre 18 000 dossiers à la poubelle. La deuxième fois, c'est un manque de cœur. Reconnaissez-vous, Monsieur le Premier ministre, une fois pour toutes, que vous avez manqué d'empathie? On s'adresse toujours à la présidence. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dans le cas des 18 000 dossiers, on a fait une exception pour les gens qui étaient déjà au Québec. On les a fait passer en priorité sur Arima. Dans le dossier qui nous concerne hier, ce qui nous a touchés, effectivement, c'est qu'il s'agissait d'étudiants qui, dans certains cas, étaient déjà ici avec leur famille. Donc, on est cohérent. Les gens qui sont déjà au Québec, on fait une exception, mais à l'avenir, les nouvelles personnes qui vont vouloir venir au Québec, bien, on souhaite qu'elles répondent aux besoins de la société québécoise. Question principale, Monsieur le député Denis Ligan. Monsieur le Président, le programme d'expérience québécoise est une voie rapide pour l'obtention du CSQ, première étape vers la résidence permanente. Le ministre avait sans égard à personne annoncé un resserrement rétroactif des formations et professions admissibles à ce programme. Tous ont décrié le manque d'humanité dont faisait preuve le ministre. Après que les jeunes immigrants soient venus expliquer au ministre leur réalité, après que le ministre ait défendu l'indéfendable toute la journée hier, après qu'il ait refusé de rencontrer ces jeunes, aujourd'hui le ministre, au pied du mur, recule. Le problème, c'est que si le ministre avait pris le temps de réfléchir aux conséquences de ses décisions, il n'en serait jamais arrivé là. En immigration, le gouvernement fait n'importe quoi. Plutôt que de lancer des idées sans base, le ministre devrait prendre le temps de faire ses devoirs. Quand le ministre va-t-il arrêter de jouer aux apprentis sorciers, de prendre le temps d'écouter les milieux académiques, universitaires et qu'il va prendre des décisions qui sont bénéfiques pour le Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît, la parole vous appartient. Monsieur le Président, la réforme de l'immigration que nous faisons, elle est importante. Et je mets au défi le député Ligan en cette Chambre de se lever et de dire qu'il n'est pas d'accord à ce qu'on sélectionne les personnes immigrantes en fonction des besoins du marché du travail, Monsieur le Président. Je suis persuadé qu'il est en accord avec moi sur ce point. Mais, Monsieur le Président, la résultante, c'est que durant les années libérales, il n'y a rien qui a été fait. On n'a pas modernisé le système d'immigration pour s'assurer, comme plusieurs États dans le monde, de faire en sorte qu'on sélectionne les personnes immigrantes qui vont venir au Québec, qui vont venir contribuer au Québec en fonction des besoins du Québec, en fonction de toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Le député de Néligan se lève à plusieurs reprises dans cette Chambre pour dire « Monsieur le Président, je les connais, les entreprises, je les connais, les régions du Québec, j'ai déjà fait une tournée du Québec, il y a des besoins. » Ben oui, Monsieur le Président, il y a des besoins. Puis la réforme qu'on met en place en matière d'immigration, c'est justement pour répondre aux besoins de toutes les régions, des municipalités, pour s'assurer qu'il puisse y avoir de la vitalité dans toutes les régions économiques du Québec, Monsieur le Président. Alors, si le député Néligan est contre ça, qu'il le dise clairement, cette Chambre, Monsieur le Président, mais il y a une chose qui nous motive, Monsieur le Président, c'est de s'assurer de faire en sorte que le système d'immigration soit modernisé et qu'il réponde véritablement aux besoins économiques du Québec. J'espère qu'il va nous appuyer là-dedans.
Première complémentaire, s'il vous plaît. Je vais demander d'éviter les commentaires, d'être attentif encore à ces questions importantes. Le député Néligan, vous êtes à votre première complémentaire. Le ministre nous dit des réflexions ont eu lieu, que le travail était fait en amont, qu'il souhaite répondre aux besoins du marché du travail. Mais force est de constater qu'il embellit considérablement la réalité. Lundi, recul concernant les talents de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, recul concernant la clause grand-père pour les étudiants étrangers et travailleurs temporaires après la mobilisation des personnes concernées. Le ministre doit faire la seule chose qui s'impose, retourner à la table à dessin. Le travail très mal fait, le ministre peut-il cesser d'improviser? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, hier, j'ai entendu les différents groupes. J'ai entendu les personnes également qui ont fait des témoignages. Je me suis montré à leur écoute et c'est pour ça qu'ensemble, on a décidé de donner une exception aux gens qui étaient déjà ici. Vous devriez saluer cette ouverture, Monsieur le Président. Deuxièmement, Monsieur le Président, on s'assure de réformer le système d'immigration justement pour répondre aux besoins du marché du travail. Monsieur le Président, si on veut répondre aux besoins de notre économie, à la pénurie de main-d'œuvre, il faut s'assurer de sélectionner des personnes qui répondent aux emplois qui sont disponibles, Monsieur le Président. Des emplois dans le domaine professionnel et technique, notamment, Monsieur le Président. On a besoin des gens qui vont pouvoir combler ces emplois-là. Alors, on va aller de l'avant avec la réforme. Deuxième complémentaire, Monsieur le député Néligan. Le programme en question a créé une crédibilité à l'international qui fait en sorte que nous sommes de plus en plus attrayants. Ces décisions arbitraires du gouvernement caquiste minent notre attractivité et notre crédibilité. On fera débat pour que le ministre abandonne les modifications et que les règles applicables avant le moratoire de cet été demeurent celles appliquées. Va-t-il appuyer cette motion et envoyer un message clair qu'il a bel et bien entendu les vives inquiétudes de tous? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je comprends que la question du député de Néligan a été écrite avant mon intervention, mais j'ai eu l'occasion de dire, Monsieur le Président, que pour les personnes qui sont ici sur le territoire québécois, qui sont des étudiants, qui sont des travailleurs étrangers temporaires, avant le 1er novembre 2019, leur dossier va être traité en fonction des anciens critères du programme d'expérience québécoise. J'ai été très clair, dans un souci de répondre à leurs inquiétudes et à leurs préoccupations. Monsieur le Président, je tiens à réitérer que le PEC n'est pas la seule voie, le PEC étudiant. Il aurait été possible de passer, notamment, comme je l'ai dit hier, par rapport au programme d'expérience québécoise des travailleurs temporaires, ou même dans le programme ARIMA, avec le programme régulier des travailleurs qualifiés. Alors, Monsieur le Président, nous agissons, nous écoutons la population et nous allons aller de l'avant avec la réforme. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le ministre de l'Immigration a été rappelé à l'ordre et il a dû reculer. Mais il n'a pas reculé parce qu'il a compris que sa réforme avait des impacts réels sur les entrepreneurs, sur nos cégeps dans les régions, sur nos universités. Il a reculé seulement et simplement parce qu'il a de la pression. Le problème, il reste entier, Monsieur le Président. Tout à l'heure, le premier ministre nous disait qu'il avait rencontré des gens d'affaires. Bien, écoutez, les gens d'affaires, ils se réunissent puis ils écrivent des lettres ouvertes. Et dans les lettres ouvertes, voilà ce qu'ils nous disent. Il faut savoir que ces listes, même si elles sont établies sur des bases rigoureuses, sont très restrictives, plutôt imprécises et qu'elles fluctuent dans le temps. Des métiers en équilibre théorique peuvent devenir très demandés dans un court laps de temps. C'est un enjeu. Hier, on leur demandait d'avoir du cœur. Aujourd'hui, on leur demande d'avoir de la vision. Vont-ils en avoir? Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît, sans commentaire, la réponse et la parole vous appartient. Monsieur le Président, lorsqu'on fait la réforme en matière d'immigration, notamment dans le cadre du programme d'expérience québécoise, c'est pour s'assurer que les besoins du marché du travail sont exprimés et sont répondus. Les listes auxquelles fait référence la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne sont établies en collaboration avec le ministère de l'Emploi et du Travail, Monsieur le Président, parce que dans chacune des régions du Québec, il y a des emplois qui sont en déficit, Monsieur le Président. Alors, on s'assure de répondre aux emplois qui sont disponibles et qui sont en déficit justement pour s'assurer que lorsqu'on accueille des personnes immigrantes, bien, ils vont être en lien avec les besoins du marché du travail dans les différents domaines qui sont en demande. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne nous dit, écoutez, il ne devrait pas avoir d'emploi identifié pour répondre à cette pénurie de main-d'œuvre-là? Ça peut être n'importe quel emploi, n'importe quand, n'importe comment. Monsieur le Président, il faut être sérieux aussi, puis il faut apporter des modifications au programme d'expérience québécoise, justement pour faire en sorte que lorsqu'on sélectionne une personne, elle va pouvoir s'inscrire dans un domaine de formation en demande ou dans un emploi qui est en déficit. Première complémentaire, Madame la députée. Comme d'habitude, Monsieur le Président, tout le monde a tort, sauf le ministre de l'Immigration. Alors, je vais m'adresser au ministre de l'Économie.
Dans une lettre, l'éminent professeur en politique forestière écrivait, à l'Université Laval écrivait « Sans l'apport et les efforts des étudiants étrangers, la plupart des activités de recherche universitaire en sciences forestières ne seraient que l'ombre de ce qu'elles sont en ce moment. » Je demande au ministre de l'Économie s'il peut rappeler à l'ordre le ministre de l'Immigration parce que ça a des impacts directs sur la recherche dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, à vous la parole. Monsieur le Président, comme j'ai dit hier, la rareté de la main-d'œuvre, autant au niveau de la science, de l'innovation et de l'économie, c'est un enjeu qui ne date pas d'hier, d'une part, qui est très central à la politique de développement économique. J'ai aussi mentionné qu'on a une relation très étroite avec le ministère de l'Immigration, avec le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation, et que je vois 4 façons d'adresser les enjeux de main-d'œuvre. La première étant l'intégration des immigrants économiques, on a parlé de ça longuement. Deuxièmement, l'adéquation avec l'éducation, surtout en recherche et les entreprises, qu'on fait aussi présentement avec mon collègue ici. Le retour des travailleurs expérimentés au travail qu'on a adressé l'année passée, qu'on va regarder encore, et évidemment, tout le virage 4.0 de nos entreprises. Alors, je pense que nos programmes sont en place pour adresser les enjeux que... Deuxième complémentaire, Madame la députée. En fait, Monsieur le Président, je suis d'accord avec le ministre de l'Économie. Mon enjeu, c'est que le ministre de l'Économie n'est pas cohérent avec les politiques du ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, quand on demande un dialogue, on obtient une cassette. Quand on demande de l'agilité, on obtient de l'entêtement. Aujourd'hui, on demande une vision. Est-ce qu'ils vont nous servir de l'improvisation comme à leur habitude? Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous la parole. Monsieur le Président, je peux vous assurer que l'ensemble de la réforme de l'immigration vise à s'assurer de répondre aux besoins des entreprises du Québec, aux besoins de l'économie du Québec. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, la ministre de l'Économie, à l'époque où elle était ministre de l'Économie, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, aurait dû avoir des discussions avec le député de Viault et avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce pour justement mettre en place une nouvelle façon de sélectionner les personnes migrantes. Or, qu'est-ce qui est arrivé? Non, ça n'a été pas mis en vigueur, Monsieur le Président. Ça n'a pas été mis en vigueur, Monsieur le Président. Alors, pourquoi pas avoir apporté les modifications qui sont... Je vous demanderai d'être attentif pour la fin de la réponse. Il y a des questions que l'on souhaite entendre, des réponses que l'on souhaite entendre. S'il vous plaît, tout le monde. S'il vous plaît, Madame la députée, évitez de vous interpeller. Réponse. Vous continuez, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, c'est quoi le bilan du Parti libéral? C'est un inventaire de 46 000 dossiers à Ottawa pour les travailleurs qualifiés, un inventaire de 18 000 dossiers au Québec. Laissez les gens dans leur pays d'origine durant des années. Question principale. Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Monsieur le Président. Les cégeps des régions sont des institutions de développement incontournables pour les communautés. Pour survivre, certains cégeps doivent attirer une clientèle internationale afin d'être en mesure d'offrir des programmes qui vont bénéficier à l'ensemble de la population de leur territoire. Les nouvelles mesures du PEC démontrent un manque d'intérêt face à la survie de certains cégeps et nous dévoilent d'une manière brutale, comme le premier ministre l'a démontré hier, une volonté de ce gouvernement de participer à la dévitalisation des régions du Québec. Selon la Fédération des cégeps, c'est la moitié des étudiants internationaux qui seront touchés par ces nouvelles mesures, dont une bonne partie sont dans les cégeps des régions. Personne ne peut prévoir ce que seront les besoins du marché du travail dans 10 ans et l'arbitraire de sélection d'aujourd'hui est une attaque à notre capacité à nous adapter aux défis de demain. Est-ce que le gouvernement va reculer sur cette approche simpliste et rétrograde qui met en péril la vitalité des cégeps des régions du Québec et annuler les nouvelles modalités arbitraires du programme Expérience Québec? Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci bien, Monsieur le Président. Depuis 1 an, le gouvernement a posé plusieurs gestes pour renforcer l'enseignement supérieur dans nos régions, dans nos universités et dans nos cégeps. On a rétabli le financement particulier pour nos universités en région. On a même offert de l'argent à des universités qui n'étaient pas couvertes au départ. Plus de 15 millions pour aider nos universités en région à jouer leur rôle. On a revu complètement la formule de financement des cégeps. Donc, en plus d'ajouter plus de 70 millions au financement des cégeps, on a revu la formule de financement pour tenir compte des petites cohortes, pour tenir compte de la réalité des cégeps en région, pour tenir compte de la recherche qui se fait aussi dans les cégeps en région comme ailleurs. En plus, on a travaillé sur l'internationalisation de notre réseau universitaire pour les aider à aller faire de la prospection, pour aller chercher des étudiants étrangers. Et c'est la même chose pour nos cégeps. On accompagne la Fédération des cégeps et on les aide. Je trouve ça un peu insultant pour les cégeps de penser que s'il n'y a pas le PEC à la diplomation, leur diplôme ne sera plus reconnu.
Les gens qui viennent ici, c'est parce que les terminant. cégeps et nos universités offrent des formations de qualité et les gens vont continuer Première de... complémentaire, on comprend tous que la parole appartient maintenant au leader. S'il vous plaît, est-ce qu'on s'entend? La question est maintenant celle du leader du troisième groupe d'opposition. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire qu'est-ce qui est insultant pour le cégep de Bécomo. Sa technique forestière n'est même pas reconnue dans le programme du PEP. Pourtant, 55 des étudiants viennent de l'étranger, un taux de placement de 100 3 missions déjà prévues en décembre, en janvier, en février en France. Hey, j'ai fait imprimer l'offre d'emploi 10 pieds par 8 pieds sur l'entreprise. Nous embauchons. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Éducation peut parler au ministre de l'Immigration? Sa réforme, ça nuit à l'économie de la Côte-Nord. Monsieur le ministre de l'Éducation, et je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, sur ces questions comme sur toutes les autres, votre attention. Nous avons un travail commun à faire. Je m'adresse à tout le monde. Monsieur le ministre de l'Éducation, la parole est à vous. Merci bien. Je veux rassurer le ministre du Travail, de l'Immigration, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On travaille ensemble. Et la valeur des diplômes québécois dans nos universités, dans nos centres de formation professionnelle aussi, la valeur est reconnue à l'international. Il y a énormément d'étudiants qui font le choix de venir faire leurs études ici. Parfois pour retourner chez eux ensuite, pour propulser leur carrière et développer leur pays ou leur région. Parfois, ils font le choix de rester ici. Mais je trouve ça insultant pour la qualité de ce qui se fait ici, de dire que si on ne donne pas le PEC à la diplomation, les gens ne viendront plus. Ce n'est pas vrai. Terminant. Nos universités, nos cégeps sont meilleurs que ce que disent les oppositions. Deuxième complémentaire, Monsieur le... Est-ce que ce serait possible d'avoir votre attention? Par respect pour la question à être posée, la parole appartient au député de Rimouski. On sait ce que ça vaut, les universités chez nous. On le sait, Monsieur le ministre. 116 étudiants potentiels à Jonquière, 140 étudiants à Rivière-du-Loup. Je suis certain que le député de Rivière-du-Loup vous a parlé. L'Université du Québec à Rimouski, l'ISMER, toute la recherche au niveau de la mer, une centaine d'étudiants. C'est des créneaux d'excellence. Et le recteur, ce matin, nous dit que ça met en jeu toute la section de la recherche au niveau de la mer, de la recherche océanographique, l'érosion des berges. On trouve que c'est important et ce n'est pas dans la liste non plus. Rendez-vous compte qu'un gars comme Boucard Diouf n'aurait jamais été au Québec avec votre réforme. Monsieur le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation, votre réponse. Merci. Le problème dans les interventions qu'on vient d'entendre, c'est que mes collègues supposent que s'il n'y a pas le PEC à la diplomation, les étudiants ne viendront plus. On dit, il y a 140 étudiants dans tel programme, dans tel cégep, et ils sont venus en ce moment, mais s'il n'y a plus le PEC à la diplomation, aucun de ces étudiants-là ne serait venu. C'est là où est la faiblesse de l'argumentaire, l'erreur, et c'est là où on vient diminuer la qualité de la formation et des diplômes québécois, et je refuse cet argumentaire. Question principale. La parole n'appartient qu'à la chef du deuxième groupe d'opposition. Je vous demande évidemment votre collaboration. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, à la télévision, j'ai entendu le ministre de l'Immigration dire qu'il n'y aurait aucun recul, aucune concession sur son règlement. Je me réveille ce matin, je l'entends qu'il recule. Il concède. Il faut croire que la nuit porte conseil. Je me réjouis du sursaut de lucidité du ministre de l'Immigration, Monsieur le Président. Mais ça commence à devenir une habitude pour le ministre de jouer aux idéologues tout seul dans son bureau, sans penser aux conséquences sur le monde. Dans le cas des 18 000 dossiers, il s'est fait ramener à l'ordre par un tribunal. Quand il a voulu légiférer sur le Bonjour Aïe, il s'est fait ramener à l'ordre par le premier ministre. Dans les dernières heures, c'est un autre tribunal qui l'a rappelé à l'ordre, le tribunal de l'opinion publique. Cette incapacité chronique du ministre de l'Immigration à construire des consensus l'a d'ailleurs forcé à imposer 2 bâillons pour adopter ses 2 premiers projets de loi. L'immigration, c'est un dossier sensible, Monsieur le Président, pour ministres sensibles. Dans des vies, lorsque ça a un impact qui pèse dans la balance, la compassion est préférable à l'entêtement, la vision est préférable à l'improvisation. Est-ce que le premier ministre lui fait encore confiance? Monsieur le Premier ministre, la parole vous appartient. Totalement.
Monsieur le Président, reprenons un peu les exemples de la chef parlementaire de Québec solidaire. Loi 21, signe religieux. On a donné une clause de droit acquis pour les personnes qui étaient déjà là pour des raisons humanitaires. 18 000 dossiers qui ont été rachetés. On a donné une clause pour donner une préséance à ceux qui sont déjà au Québec, qui ont été appelés et qui vont être les premiers sur le nouveau système ARIMA. Hier, sur le dossier des étudiants, on donne une clause grand-père à ceux qui sont déjà ici. Donc, Monsieur le Président, je pense que le ministre de l'Immigration a fait preuve d'une ouverture pour être capable de faire les changements qui sont nécessaires, les changements avec lesquels Québec solidaire n'est pas d'accord. Ça, il faut bien comprendre ça, là. Québec solidaire n'est pas d'accord qu'on priorise les gens qui répondent aux besoins du marché du travail. Il faut que tous les Québécois comprennent ça, là. Québec solidaire ne veut pas qu'on priorise les gens qui répondent aux besoins du marché du travail. C'est pas le choix qu'on fait. Première complémentaire, encore une fois, la parole à vous, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. On ne peut pas écrire des règlements en immigration de controverse médiatique en controverse médiatique. Pas plus de changer d'idée d'entrevue en entrevue. L'improvisation dans le domaine de l'immigration, ça brise des vies. Maintenant que le Québec entier constate l'ampleur du gâchis, le premier ministre va-t-il prendre la seule décision honorable, c'est-à-dire de demander au ministre de retirer l'ensemble de l'œuvre de son règlement? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, actuellement, 35 à 40 des immigrants au Québec sont accueillis pour des raisons autres qu'économiques. Ce sont des réfugiés, c'est de la réunification familiale, ce n'est pas des raisons économiques. 60 à 65 sont accueillis pour des raisons économiques. Nous, on pense que le Parti libéral aurait dû être plus clair sur les raisons économiques. Ce n'est pas nécessairement un doctorat. Parfois, ça peut être un diplôme en sciences infirmières, un diplôme en technique de mécanique. C'est ce qu'on fait, répondre aux besoins du marché du travail. Je sais que Québec solidaire a de la misère avec ça, l'économie. Pour nous, c'est important. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Le premier ministre nous a dit au débat des chefs, « Je ne suis pas parfait, ça m'arrive de faire des erreurs, j'écoute les gens et je corrige mes erreurs. » Je viens de le citer. Je trouve que ça l'honore. Mais je ne sais pas si le premier ministre a été à l'écoute dans les dernières 48 heures, parce que dans le fait, il demanderait à son ministre de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Va-t-il demander au ministre de l'Immigration de retirer l'ensemble de son règlement? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce que la chef de Québec solidaire vient de nous dire, c'est qu'elle n'est pas d'accord que les nouveaux étudiants qui viennent au Québec et qui seraient éligibles au PEC, donc pour avoir la citoyenneté, pour devenir immigrants, soient dans des domaines où on a des besoins au Québec. Je pense que c'est une mauvaise idée que Québec solidaire a. On a besoin de créer de la richesse pour payer nos programmes sociaux. C'est ça que Québec solidaire ne comprend pas. Principale, Madame la députée de Vaudreuil. Rappelons le prix de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac le 27 avril dernier, inondant en moins d'une heure le tiers de la municipalité. Lundi, la ministre a cru bon se déplacer pour uniquement faire le point, et ce, 6 mois plus tard. La ministre est allée répéter son mince bilan devant les caméras nationales, mais elle n'avait absolument rien de nouveau à dire aux milliers de sinistrés. Pire, elle n'a pas pris la peine de visiter une seule maison sinistrée, ni même le quartier. Elle est restée à l'hôtel de ville qui n'a jamais été inondé. Elle n'a même pas permis aux citoyens, aux personnes sinistrées à qui elle allait s'adresser, d'assister à son point de presse. Entourée de la mairesse et du représentant de la Croix-Rouge, notons par ailleurs l'absence de la députée de Mirabel, la ministre a encore répété des données, des chiffres, des statistiques vides de sens. La ministre doit faire preuve de compassion et annoncer des mesures particulières à la situation des sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pas juste d'offrir de payer 100% des meubles. Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président.
Ça fait plusieurs fois que je reçois la question sur Sainte-Marthe-sur-le-Lac, donc on ne se surprendra pas que je donne certains éléments de réponse similaires parce que j'ai déjà abondamment reconnu qu'effectivement, il y a de la détresse dans la communauté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'étais à Sainte-Marthe lundi, le député l'a dit, j'étais à Sainte-Marthe. Et il est faux de dire que j'étais uniquement à l'hôtel de ville. J'étais au centre de services aux sinistrés où j'ai rencontré notamment des sinistrés, de même que plusieurs personnes de nos équipes qui y travaillent fort depuis 6 mois maintenant. Des gens de la sécurité publique, des gens de la Croix-Rouge, des gens du CIS des Laurentides qui offrent du soutien psychosocial et diverses personnes des équipes gouvernementales. Et ce que j'ai dit là-bas et que je vais répéter ici, et que je vais répéter demain, si le député me lit la même question demain, c'est qu'on reconnaît la détresse. On est en action depuis 6 mois. On redouble d'ardeur pour les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour les gens de tout le Québec, mais spécifiquement pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On a des équipes, un bureau gouvernemental en permanence ouvert à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est le seul endroit où on offre ce service-là, Monsieur le Président, pour que les sinistrés puissent aller s'entretenir directement avec des analystes ou avec des gens qui leur offrent du soutien. On a offert des montants d'argent importants aux gens pour qu'ils amorcent leurs travaux et on continue de travailler très fort pour accélérer. Première complémentaire, Madame la députée. C'est clairement pas assez. La situation ne s'améliore pas à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Au contraire, le froid s'installe, l'angoisse et la détresse s'accentuent. Des sinistrés habitent dans des maisons non isolées, dans des roulottes sans chauffage, des conditions absolument inhumaines. J'ai rencontré une citoyenne qui utilise le jour, la salle de bain de ses voisins depuis avril dernier, faute d'autorisation et d'argent pour faire des travaux. Inconcevable en 2019. Est-ce que les ministres concernés, parce qu'il y en a quand même 3, peuvent se parler et s'entendre pour agir rapidement? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Et j'ai aussi annoncé lundi qu'on travaille parallèlement sur certaines mesures supplémentaires pour la situation bien spécifique de Sainte-Marthe. On le fait avec ma collègue des Affaires municipales. Et effectivement, je travaille aussi avec la députée de Mirabel, qui est très active dans le dossier. Je l'ai déjà dit. Monsieur le Président, la très, très grande majorité des personnes sinistrées à Sainte-Marthe et ailleurs au Québec ont reçu des montants d'argent importants qui leur permettent d'amorcer les travaux. Oui, il reste quelques cas complexes qui sont plus compliqués, sur lesquels on travaille. Quand je dis qu'on redouble d'ardeur, c'est notamment pour pouvoir régler les derniers dossiers qui n'ont pas encore reçu d'argent. Mais on a fermé, Monsieur le Président, comparé à pareille date en 2017, 20 fois plus de dossiers que le précédent gouvernement libéral. Donc, l'ardeur à la tâche, on la met, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît, je pense, s'il vous plaît, encore une fois, sur des dossiers comme ceux-ci, comme sur tous les dossiers abordés ici, je vous demande votre collaboration et votre écoute. Madame la députée de Vaudreuil. C'est vraiment des propos que les sinistrés veulent entendre. Depuis plusieurs semaines, je me lève dans cette Chambre pour demander au gouvernement 2 choses. 1, demander au premier ministre de prendre de son temps pour aller rencontrer les sinistrés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 2, reconnaître la situation particulière des sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Est-ce que le gouvernement peut enfin démontrer qu'il y a du cœur et confirmer dès aujourd'hui l'octroi d'une aide spéciale en appuyant ma motion? Madame la ministre de la Sécurité publique, vous êtes la seule à avoir la parole. Monsieur le Président. C'est précisément parce qu'on a du cœur et de l'empathie qu'une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée comme ministre, c'est de réformer le programme d'indemnisation qui nous permet d'aller 20 fois plus vite dans la fermeture des dossiers de sinistrés que le précédent gouvernement libéral qui s'intéressait, disons, de manière très sporadique à l'indemnisation des victimes de sinistres au Québec. Monsieur le Président, je l'ai dit, la très, très grande majorité des gens ont reçu des fois des sommes allant jusqu'à presque 300 000 $ qui leur permet aisément d'entamer des travaux à l'arrivée de l'hiver. Maintenant, il reste des cas complexes. On redouble d'efforts, notamment à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais comme j'ai déjà dit à la députée de Vaudreuil, si elle a des informations qu'elle a besoin d'elle, davantage d'explications sur certains cas, je l'invite pour la 3e fois, les 2 précédentes étant demeurées sans suite. Question principale. S'il vous plaît, Madame la députée de Gaspé a maintenant la parole. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. La situation des maisons d'hébergement pour femmes violentées est urgente. Plus de 35 000 demandes d'hébergement sont refusées chaque année. Des femmes et des enfants tentent de fuir des situations de détresse et on les refuse partout au Québec. C'est inacceptable. Ces maisons sauvent des vies et le sous-financement chronique depuis plusieurs années empêche des centaines de femmes et d'enfants d'obtenir de l'aide. Monsieur le Président, on s'attend à un financement à la hauteur de 50 millions uniquement pour que les maisons d'hébergement puissent répondre à leur mandat, et ce, dès la mise à jour économique de demain. Est-ce que le gouvernement peut enfin s'engager à protéger nos femmes et nos enfants? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux.
Bien, Monsieur le Président, moi, je veux dire à ma collègue que je suis extrêmement sensible, extrêmement préoccupée par ces enjeux-là. Il y a déjà des travaux qui sont en cours au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais moi-même, je vais rencontrer très prochainement le regroupement des maisons pour femmes violentées, femmes victimes de violences conjugales, et je vais aussi rencontrer la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Ce sera dans les prochains jours. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, je veux dire que ce sera un effort collectif que nous allons faire au gouvernement. Je vais travailler avec ma collègue ministre de la Justice, avec ma collègue vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, et avec ma collègue aussi, ministre de la Condition féminine, Monsieur le Président. Alors, ce dossier-là, très important, on a attendu le cri du cœur des ressources d'hébergement pour femmes. On a déjà commencé des travaux au ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a des problématiques. On est en train d'y voir, Monsieur le Président, et effectivement, on va avoir à consolider ce réseau. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Oui, Monsieur le Président, c'est une demande de rencontre qui a été faite il y a 1 an déjà, puis qui a été réitérée à maintes reprises. Et j'espère que ce sera pour s'engager financièrement, parce que c'est ce qu'on demande ici en ce moment. La situation de crise actuelle des maisons d'hébergement pour femmes devrait être une priorité nationale. Pendant que notre gouvernement ne s'attarde pas à ce dossier prioritaire, 1 femme par mois est tuée au Québec pour cause de violences conjugales. On a été témoins collectivement de tragédies familiales d'une tristesse infinie qui aurait pu être évitée si on leur avait offert un soutien. Est-ce que le gouvernement peut s'engager formellement à injecter 50 millions de dollars? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, nous agissons dès maintenant. On veut consolider le réseau d'hébergement. On veut développer de nouvelles places, des mesures d'aide pour permettre aux femmes de transiter vers des ressources d'hébergement vers des logements sociaux. Et évidemment, on veut coordonner ces services-là. Mais je veux vous dire, Monsieur le Président, que déjà, ma collègue ministre de la Justice était de la Condition féminine à l'époque, quand elle est entrée en fonction, a rencontré ces ressources. Le ministère est à pied d'œuvre. On s'occupe également des aînés, hein? Il y a des aînés, des femmes qui sont dans ces ressources d'hébergement, qui ont besoin d'aide. Alors, nous allons agir rapidement dans ce dossier. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, on a la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales dans nos tribunes. Elles vous écoutent et s'attendent à des réponses. Elles tiennent le réseau à bout de bras avec dévouement et cœur chaque jour. Monsieur le Président, un engagement financier, c'est ce qu'on demande. Il y a une mise à jour économique demain. 50 millions qui sont demandés seulement pour le développement de nouvelles places et pour pouvoir remplir leur mandat. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors moi, je les salue, ces femmes, Monsieur le Président, que j'admire beaucoup. D'ailleurs, j'en ai rencontré aussi. Et je dois vous dire qu'elles font un travail extraordinaire et que nous serons au rendez-vous, Monsieur le Président. Nous allons les soutenir, ces ressources d'hébergement. Oui, ma collègue députée est vraiment... c'est vrai que c'est un rôle essentiel. Nous devons y voir. Et mes collègues et moi, nous allons tout faire vraiment pour supporter ces ressources essentielles. Et je les salue à nouveau, ces personnes qui sont dans les tribunes. Merci. Question principale, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Encore tellement de choses à dire sur l'immigration. On y reviendra, j'en suis sûr. Maintenant, le mois de juin dernier, le mouvement Desjardins a vécu la plus grosse crise de son histoire en raison de la fuite de données de ce qu'on pensait à l'époque être 2,9 millions de ses membres. Situation exceptionnelle et préoccupante. La semaine dernière, nous apprenons que ce sont en fait les 4,2 millions de membres de Desjardins qui sont touchés par cette fuite. Questionné sur ce fait, M. le ministre des Finances nous dit qu'il n'y a vraiment rien de nouveau. C'est le même événement qu'en juin. Pour le ministre des Finances, 1,3 million de personnes de plus qui ont vu leurs données personnelles compromises, ça paraissait banal, même si ce n'est pas légal. Monsieur le Président, quand aurons-nous un gouvernement qui va prendre les choses à main et lancer une véritable réflexion globale, sur la protection des renseignements personnels des Québécois? Monsieur le ministre des Finances. Merci pour la question. C'est effectivement un incident extrêmement sérieux et ma priorité, c'est la sécurité financière des Québécois et également
je tiens à aider l'institution financière à passer à travers cette crise parce que c'est notre seule institution financière d'importance systémique au Québec, 300 milliards d'actifs, 45 000 employés, et il est nécessaire que cette institution adopte les meilleures pratiques de l'industrie pour apprendre les leçons de cet événement. Quant à l'approche, nous avons déjà annoncé que nous allons légiférer sur les agences de crédit pour énoncer leurs responsabilités, un régime de surveillance et offrir aux Québécois le verrou ou le gel de crédit pour prévenir la possibilité ou contrer le vol d'identité. Ma collègue, la ministre de la Justice, a l'intention de déposer un projet de loi sur les renseignements personnels. Mon collègue, ministre délégué à la transformation technologique, regarde les aspects de cybersécurité, d'authentification et d'identification. Le gouvernement est en action, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, le ministre nous répète que son gouvernement est en action. Mais il me semble que le ministre n'apprécie pas l'ampleur de la situation et l'inquiétude des Québécois. C'est quand même 4,9 millions de membres de Desjardins, la moitié de la population de la province, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le ministre nous dit que 3 ministres du gouvernement travaillent chacun de son côté sur quelque chose. On verra. Soyez patients. Est-ce que c'est ça, gouverner? Monsieur le ministre des Finances. Bon, dans la gestion de l'incident, Desjardins a été proactif dans une situation extrêmement difficile. Okay? D'abord, première étape, c'est-à-dire prévenir le vol d'identité avec le système d'alerte d'Equifax. Nous avons plus d'1 million de membres qui sont inscrits et maintenant que la fuite s'est révélée plus importante, ça nous prend plus d'inscriptions. Alors, on travaille là-dessus avec Desjardins depuis le jour 1, Monsieur le Président. Nous sommes à 1 million. Ensuite, je tiens à rassurer les Québécois que leurs actifs en cas de fraude sont garantis par une institution financière solide, bien capitalisée et avec d'amples liquidités. Troisièmement, Desjardins offre un service d'assurance en cas de vol. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, l'enjeu, c'est le vol d'identité. Que les actifs soient bien protégés, on convient, très bien. Mais c'est le vol d'identité et le risque futur de fraude. C'est ça le problème, Monsieur le Président. Et c'est ça que le gouvernement ne semble pas comprendre. Alors, est-ce toujours la position de ce gouvernement qu'une commission parlementaire, c'est juste un moyen, comme le Premier ministre le disait le 28 août, qu'il ne va pas se laisser gouverner par les commissions parlementaires? Est-ce que maintenant, ils vont finalement accepter notre demande de commission parlementaire pour une réflexion? Monsieur le ministre des Finances. Mais, d'abord, je partage ce que dit le député de Robert Baldwin, qui nous dit que ce qui est important, c'est de prévenir les vols d'identité. Alors ça, c'est le service d'alerte d'Equifax. Dans le cas où il y aurait vol d'identité, là, c'est l'assurance que Desjardins, la première institution financière, a décidé d'offrir. Pour ce qui est d'avoir la réflexion, dans le cadre du projet de loi sur les agences de crédit, il sera extrêmement pertinent d'entendre Desjardins, l'AMF, Equifax et toute autre partie prenante qui pourrait contribuer au débat, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, en 2016, ça faisait des années que les infirmières demandaient de revoir les ratios infirmières-patients. On a répondu oui. On l'a même inscrit dans une convention collective, à un moment qualifié d'historique par Régime Laurent. Avec elle et avec le Conseil du Trésor, on a pris le temps de construire les fameux projets ratios et on les a mis en application. La semaine dernière, ici, je vous ai rapporté les succès de ces projets dans les urgences. C'est le même succès dans tous les autres secteurs dont les projets sont terminés depuis janvier, notamment en CHSLD. Demain, les infirmières vont écouter la mise à jour économique et elles vont vouloir voir si le président du Conseil du Trésor aura réussi à faire inscrire dans la mise à jour au moins une première tranche de 350 millions de dollars dédiée au ratio. Monsieur le Président, c'est le temps d'agir. Est-ce que le président du Conseil du Trésor, demain, aura déçu les infirmières? Le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, avec beaucoup d'humilité, je pourrais dire que peut-être je ne serai pas le premier. Non, je ne le dirai pas comme ça. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a déçu les infirmières dans les dernières années, c'est pas moi.
Puis je pense qu'avec tout le respect qu'on a pour les infirmières et avec ce qu'on a dit depuis plusieurs mois, Monsieur le Président, nous avons dit que l'éducation et la santé étaient des éléments excessivement importants pour nous et que nous allons trouver des solutions. Alors, ce que j'entends de l'ancien ministre de la Santé, peut-être qu'il voudrait qu'on fasse les négociations dans le secteur public à l'avance. Peut-être qu'il voudrait faire ça. Mais je crois qu'avec la belle collaboration que j'ai avec la ministre de la Santé, nous sommes en constante discussion pour savoir comment nous allons trouver des solutions à un système de santé, Monsieur le Président, qui a été mis à mal au cours des dernières années. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de leçon à savoir comment on devrait traiter les infirmières, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Pierre, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, je ne donne pas de leçon. Je dis simplement une chose qui est très simple. Ça fait 10 mois que les projets ratio en CHSLD, par exemple, sont terminés. 10 mois que vous savez que les nouveaux ratios, ça veut dire plus de satisfaction du personnel, plus de rétention, moins de temps supplémentaire obligatoire, moins d'erreurs médicales, moins de chutes, moins d'attente pour les patients qui sonnent leur cloche. Monsieur le Président, aujourd'hui, le message que le président du Conseil du Trésor vient d'envoyer, c'est bien facile. En CHSLD, hier soir, vous aviez 96 patients sous votre responsabilité. La nuit prochaine et les prochaines, vous allez en avoir encore 96. En réalité, Monsieur le Président, il y a une question qui se pose ici. Est-ce que le président du Conseil du Trésor, la rumeur est vraie qu'il ne veut pas les faire, les projets ratios, parce que ça coûte cher? Ou encore, est-ce que la rumeur est vraie selon laquelle, selon les officiers du Trésor dans le réseau, on n'y croit pas au réseau, on ne croit pas aux revendications des infirmières? Quelle est la vraie réponse, Monsieur le Président? Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants, à vous la parole. Monsieur le Président, j'aurais presque une question à poser à l'ancien ministre de la Santé, à savoir combien de CHSLD il a visité pendant son mandat. J'en ai fait compte 83. Combien de CHSLD avez-vous rénové? Il y en a, ça fait 25 ans qui attendent pour une reconstruction. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait aussi avec votre réforme? Quand je visite les CHSLD... Je vais vous demander de vous adresser toujours à la présidence. C'est une règle que l'on connaît bien, s'il vous plaît, et je prends le temps de la rappeler. Je vous demanderai également votre attention, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, j'ai laissé aller Madame la ministre. La question est très précisément sur les projets ratios, oui ou non. On n'est pas dans les CHSLD. La rénovation, article 79, je vous prierai de rappeler à l'ordre notre collègue, Madame la ministre. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le leader de l'opposition officielle sait très bien qu'on ne peut pas apprécier la réponse. Monsieur le Président, la ministre responsable des aînés répond d'une façon très intelligible à la question qui est posée. Et d'ailleurs, c'est très instructif pour nous renseigner pourquoi on est dans cette situation-là grâce aux efforts soutenus du député de Lapinière. Madame la ministre, je vous redonne la parole, s'il vous plaît. C'était un préambule, j'y arrive. Quand je visite les CHSLD, que je parle aux infirmières, il y a beaucoup de départs. Pourquoi? Parce que depuis 3 ans, me dit-on, ça fait tellement mal, ils sont tellement épuisés, ces personnes, que ces personnes quittent les CHSLD parce qu'on ne les a pas assez soutenus. On a exigé le temps supplémentaire. Demandé pour compléter cette période de questions, puis on l'a bien fait depuis le début de la période de questions, sur des sujets qui, ma foi, intéressent tout le monde, y compris ceux et celles qui nous écoutent, d'être attentifs aux réponses, tant aux questions. Madame la ministre, complétez votre réponse. On a exigé du temps supplémentaire. On a épuisé nos infirmières, nos infirmiers, nos préposés aux bénéficiaires. C'est ce qu'on a fait dans notre réseau. On a une réparation énorme à faire par rapport au CHSLD et surtout par rapport à prendre soin de nos infirmières, de nos infirmiers et de nos préposés. Vous n'avez pas à me faire bye-bye. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais simplement me permettre, encore une fois, et je sais que vous la comprenez bien, je vais me permettre de vous rappeler à toutes et à tous cette règle que vous connaissez bien. Attentif aux questions-réponses. Évitez de vous interpeller. Monsieur le député, nos regards se croisent. Mais donc, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse être efficace comme on souhaite l'être également. Le leader du gouvernement, je pense que j'ai fait le tour et j'ai précisé ce qu'il en était.
Honnêtement, Monsieur le Président, dans le cadre de nos débats, on devrait éviter d'avoir des gestes disgracieux envers les collègues et des paroles également. Je souhaite que pour les prochaines périodes de questions, malgré le fait que les collègues soient en désaccord parfois avec la position gouvernementale, ils puissent se comporter de façon respectueuse dans leurs faits et gestes, Monsieur le Président. À tous de faire attention et d'y penser. Tout ça finit par nuire à nos échanges et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ceci met fin à la période de questions et de réponses orales.